cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, bonsoir et bienvenue à ce programme. Je suis très heureux parce que je sais que chez vous à la maison, vous vous demandiez quel sera le sujet des éditorialistes pour cette semaine. Nous venons de traverser une semaine importante, une semaine historique. Et vous le savez mieux que moi. Nous étions tous accrochés aux grandes décisions que les dirigeants de ce pays allaient prendre sur la qualité de notre démocratie, sur quelle base elle allait se formaliser. Et nous avons tous suivi la décision qui a été prise par les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat, ce qu'il avait toujours dit qu'il ne fera pas, et il a promis, il l'a fait. Il est vrai que nous étions tous nourris dans le pays par plusieurs spéculations, des suspicions multiples, des attitudes parfois tendancieuses et des attitudes susceptibles de créer ces doutes se sont érigées en une forme de culture atmosphérique. Et voilà, ce jour-là, la décision a été prise. Le camp de la majorité présidentielle, le camp du FCC, a choisi un dauphin, un candidat que vous connaissez. Et nous n'allons pas parler de ce candidat aujourd'hui. Ce n'est pas encore le moment de parler de toutes les candidatures. Mais aujourd'hui, nous voulons marquer un point sur cette question. Ce jour-là, le pays venait d'entrer dans une phase essentielle, ce que l'on appelait la phase de l'alternance politique, la phase de la démocratie, la phase de la transformation sociale par la force de la loi et non par la loi de la force. C'est cela que nous voulons célébrer aujourd'hui. Nous voulons que tous les démocrates dans ce pays, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, à l'intérieur, qui croient qu'une république est fondée sur le respect des textes, que tout cela salue cet acte qui a été posé, qui d'ailleurs, en Afrique centrale, est un acte inédit. Regardez où mon regard se pointe, vous verrez que nous sommes un pays. Nous devons être fiers de notre nation et fiers de l'exemple que nous avons vécu grâce à l'acte posé par le président. Voilà ce que j'avais comme cri de cœur en début de cette émission, mais examinons maintenant froidement les questions, examinons les choses et posons la problématique historique de cette promesse que le président Joseph Kabila a réalisée en laissant la démocratie se construire autour de la Constitution et autour justement de la démocratie. Ils sont tous là donc aujourd'hui. Jérôme Sekana, bonsoir. Bonsoir. Kouma, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle Eric Choukouma qui vient pour la deuxième fois dans cette émission et directeur général des Zoom Économiques, et Zoom Eco, qui est un magazine en ligne sur des questions économiques. Et José Naouej, bonsoir. Bonsoir, William. José Naouej, éditeur du journal Forum des As. John Ngomba, bonsoir. Qu'on ne présente plus, même s'il aime bien se présenter comme un journaliste indépendant. Dans l'ère actuelle, il y a beaucoup de candidatures indépendantes, mais nous n'en avons pas ici. Joachim Diana, bonsoir. Bonsoir, La William. colombe, Le point gauche. Et Bruno Mbolisson, que beaucoup appellent déjà honorable Bruno Mbolisson. Nous sommes donc ici sur ce plateau pour parler de cette question et j'aimerais directement entrer dans le vif du sujet en demandant à José Naouej de positionner, avons-nous réellement vécu ce 8 août-là, un moment historique? Oui, en effet, William, nous avons vécu un moment historique. Le mot n'est pas galvaudé, pour une fois dans ce pays-là. Pourquoi? D'abord parce que c'est depuis 1960 que nous sommes en situation d'assister à un passage civilisé de pouvoir, de témoin d'un président à un autre. Pourquoi j'ai dit en 60? Parce que, justement, avec le premier gouvernement Lumumba a été le produit du suffrage via
les deux chambres, via plutôt la chambre basse du Parlement, la chambre des députés de l'époque, système, régime parlementaire oblige, et de l'autre côté, le président Kasavubu a été élu par le Parlement au second degré, donc c'était là le b.a.-ba de la constitution d'essence parlementaire que nous avions, qui était en fait une copie de la loi fondamentale, c'était une copie de la constitution belge qui consacre en fait le régime parlementaire. Donc depuis lors, nous avons assisté en 1965 au premier, en réalité au second coup d'État de Mobutu qui l'a amené au pouvoir, parce que le même Mobutu, on verra qu'entre 60 et 65, il s'est joué des politiques comme il était chef de l'armée. Donc, il n'y a eu que des successions de coups d'État. En 65, il a formalisé les choses, il a pris le pouvoir. En 1990, il a fait un contre-coup d'État contre ses propres institutions, parce que, je rappelle à ceux qui ont tendance à l'oublier, c'est que le impère était la source de tous les pouvoirs. De même, toutes les lois de la République, c'était l'impair. Voilà que le 24 avril 1990, Mobutu fait un coup d'État contre son propre pouvoir. Donc, considérons aussi que là, il n'y avait pas eu un passage civilisé d'un régime à un autre, d'une république à une autre. En 1997, il y a eu la rébellion menée par Mzee Laurent Désiré Kabila, même si, disons les choses telles qu'elles sont, nous avons vécu dans ces pays, cette rébellion était appuyée massivement par la population. Je ne fais aucun scoop. D'est en ouest, la population attendait Kabila, mais il n'en demeure pas moins que du point de vue des textes, c'était aussi une espèce de coup de force contre les institutions qui étaient là, quoique ces institutions étaient totalement, vomies par la majorité de la population. Arrive encore en 2001 l'assassinat de Mzee et l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Là aussi, l'assassinat, ce n'est pas prévu dans les textes. Donc, c'est aussi quelque part une fin anormale, comme dirait un grand constitutionnaliste, une fin anormale de l'ordre constitutionnel de l'époque. Encore qu'il y a des choses qu'on peut dire, les constitutionnalistes diront eux-mêmes de quel ordre constitutionnel je parle. Bon, nous sommes arrivés en 2006, il y a eu les premières élections. Ces élections sur base de la Constitution du 18 février 2005. Et cette Constitution, c'est pour rejoindre ce que Willy venait de dire, cette Constitution permet au chef de l'État de se représenter 2 fois. Un mandat disons, de 5 ans renouvelable une seule fois. Consécutivement, bien entendu. C'est ce qui s'est passé en 2006. Le président Kabila, en 2011, a rempilé, après avoir été élu. Maintenant, en 2016, on connaît l'histoire, il devait absolument passer le relais à quelqu'un d'autre, et il l'a fait. Il l'a fait, donc c'est historique. Nous sommes partis de Lumumba. Depuis l'accession au pouvoir de Lumumba, via les conditions qu'on a énoncées ici, depuis lors, c'est la première fois qu'on va assister à cette passation de pouvoir civilisé. Donc, c'est historique par rapport à nous, mais c'est aussi historique par rapport à la région. Parce que, ironie de la géographie, au moment où le président de la République respecte la Constitution, donc ouvre la voie à une passation civilisée de pouvoir d'un président à un autre, dans la région, il y a beaucoup de présidents qui ont révisé leur Constitution via des référendums, via des voies parlementaires, pour légitimer leur maintien au pouvoir. Je crois qu'on va en parler. Donc, même à l'échelle africaine, c'est inédit. C'est inédit, voilà. Bruno Bolisson, sur la même question, la nouvelle est arrivée dans le milieu politique et surtout dans les milieux parlementaires, là où les gens connaissent l'essence du pouvoir. De votre point de vue, vous pensez que les gens ont perçu le côté historique de cet acte qui a été posé? Merci, William. Je voudrais enchaîner là où José s'est arrêté pour dire que c'était véritablement une décision historique parce que déjà, en 2014, quand le chef de l'État est venu au Parlement prononcer son discours sur l'état de la nation, là où il disait qu'il ne faut pas me faire de moi un dictateur, là où il donnait déjà des signaux qu'il allait respecter la Constitution. Je me rappelle à la sortie, parmi les réactions,
le député Deli Sessang de l'opposition dit que si les chefs de l'État, Joseph Kabila, ne révise pas la Constitution et fait une passation de pouvoir de manière démocratique, il va rentrer dans l'histoire. Et là, je crois que 4 ans après, effectivement, Joseph Kabila est rentré dans l'histoire. Parce que, comme l'a dit José Naouej, la tentation était forte sur le plan de l'environnement régional. Il ne l'a pas cité. Il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. Des constitutions ont été tropicalisées. Au Tchad également, enfin, je m'étais limité par rapport aux pays limitrophes, on est frontière. Il n'y a que l'Angola qui a fait exception, où Eduardo Santos avait donné un dauphin, en l'occurrence le président actuel, João Lourenço. Et donc, c'était une décision de courage, une décision historique, parce que la tentation n'était pas seulement de l'extérieur, dans les frontières ou en dehors des frontières, la tentation était aussi au niveau interne. Nous sommes journalistes, nous ne serons pas complets, nous ne serons pas honnêtes si nous ne reconnaissons pas sur la surface des incitations au forcing qui venaient des chefs, des proches collaborateurs des chefs de l'État, mais aussi d'une frange de la population qui voulait que Joseph Kabila puisse continuer pour un 3e mandat. Vous vous rappelez des théories qui ont été développées, le temps ne s'y prête peut-être pas, mais il a agi seul devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire. Et c'est ainsi que la décision a été attendue véritablement comme une fumée blanche. Et le suspense a été gardé jusqu'à pratiquement début d'après-midi du 8 août, qui était la date deadline par rapport au dépôt de candidature. Des noms étaient cités et tout, mais finalement, il a pris la hauteur, il a décidé en désignant donc son dauphin. Vous l'avez peut-être pas, on va peut-être pas s'appesantir sur lui, mais parce que il faut quand même restituer. C'est qui ce dauphin-là? C'est un parlementaire chevronné. Il est dans les stocks des 10% des élus nationaux qui ont été élus en 2006 et qui ont survécu en 2011. Donc, c'est pas peu. Et donc, c'est toujours quelqu'un, Ramazan Tchadari, pour ne pas le citer, a toujours été en avant-plan pour défendre le régime. Ce que le grand public ne sait peut-être pas, mais ceux qui sont branchés par rapport à l'actualité parlementaire et politique de notre pays noteront que déjà, dans la législature 2006-2011, il était le vice-président de la commission PAJ. C'est la commission des commissions pour toute chambre délibérante. C'est la commission la plus stratégique où se montent tous les coups, où se façonnent pratiquement les arcanes du pouvoir, mais aussi des éléments à son actif de manière... il faut retenir, c'est que le 15 avril 2013, c'est lui qui, à travers une motion incidentielle, a bloqué la motion Mayo qui voulait faire tomber tous les gouvernements Matata. Et 2 ans après, il a récidivé en 2016, c'était le 18 avril, où il a amené le groupe de centaines de députés qui sont allés saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions des articles 70, 103 et 105, voulant, marquant ainsi la portée des institutions. Mais pour revenir à la dimension historique de l'acte posé par le président de la République, c'est vrai que nous parlons de lois, nous parlons de constitution, mais c'est quelle disposition? Le président de la République a respecté, comme il a lui-même promis, la disposition des articles 70 de la Constitution, 74 et 220. 70 qui dit que le président de la République est élu pour un mandat au suffrage universel de 5 ans renouvelable une seule fois. Et puis à l'article 74, là, dans son serment, le président de la République prête serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et donc, aller au-delà, ça pouvait lui valoir la dimension haute trahison, mais il ne l'a pas fait. Mais également l'article 220, effectivement, qui empêche qu'on puisse réduire ou modifier ou revisiter la durée ou le nombre de mandats du président de la République et évidemment la dimension suffrage universel, parce qu'il y avait déjà une tendance qui se dessinait pour que le président de la République se fasse élu au second degré. Nous n'en sommes pas encore là. Merci. Il est vrai que Joseph Kabila, président de la République, chaque fois qu'il s'est exprimé sur cette question, en ce qui le concerne, il disait « je vais respecter la Constitution ». Mais Diana, cette phrase n'a pas convaincu. Au nom de doutes, je ne sais pas, doute critique ou doute normal ou doute anormal, autour de cette déclaration de foi du président, il s'est créé des politiques de contestation. Aujourd'hui qu'il ne l'a pas fait, mais
que devient tout ce qui a été fait en fonction de ce qu'on pensait qu'il allait faire? En fait, il faut comprendre cela sur deux volets. Le premier volet, c'est que, nous l'avons dit ici, la coutume dans la sous-région, c'est qu'on se représente, c'est qu'on révise la Constitution. Et tout le monde pensait que ça allait de soi, que lui aussi devrait faire comme tous les autres pour respecter la Constitution. Pour ne pas respecter la Constitution. Le deuxième volet, c'est que beaucoup le savaient, même ceux qui sont dans l'opposition savaient que, d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avançait, qu'il n'y avait aucune véritable tentative de révision de la Constitution, à part des spéculations. Il n'y avait eu aucune tentative réelle de réviser la Constitution. Nous savons qu'il y a 5 manières de changer la Constitution. Le président de la République peut le demander, le gouvernement, l'une des chambres, le gouvernement, ou encore 100 000 Congolais qui font une pétition à l'Assemblée. Et d'abord, que le fait de faire la pétition, ça ne veut pas déjà dire que la Constitution est changée. Il faudra que l'Assemblée nationale décide de son opportunité. Donc, aucune de ces démarches n'était menée. Beaucoup le savaient. Mais pourquoi les gens le faisaient? Vous le savez, vous le suivez aujourd'hui. Les gens se disaient, si il le faisait comme il le fait comme ça, il risque d'entrer dans l'histoire. Et il y a des gens qui se disaient, eux, ils risquaient d'accueillir, ce sera comme un échec pour eux. Alors, il faut démontrer que le jour où il va dire, il respecte la Constitution, qu'on le dise, voilà, nous l'avons fait pression, c'est grâce à nous, à notre... Chacun veut avoir sa petite part de victoire dans ce que le chef de l'État a fait librement. On l'a dit, vous l'avez dit, il a répété à toutes les occasions. Et la plus belle phrase, il a dit à Jeune Afrique, je vous ai envoyé encore le passage de ce Jeune Afrique, il dit, la Constitution, c'est sacré. On ne la touche pas n'importe quand pour des intérêts personnels. Et il a démontré effectivement que la Constitution est sacrée. Et que vous démontrez qu'il y a des gens qui disent « Ah non, c'est sous notre pression ». Je l'ai dit, c'est un peu comme quelqu'un qui sort le matin, qui sait bien que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et il dit « Vous allez voir, moi je vais faire sortir le soleil de l'est aujourd'hui et il va se coucher à l'ouest grâce à moi ». Alors, il sait que c'est dans l'ordre national de la nature. Et c'est ça la revendication aujourd'hui. Oui, merci Diana, merci. Vous allez tout à l'heure continuer. Mais sur la même question, John Ngomba, parce que c'est vrai que le président a pris cette décision en âme et conscience, mais c'est aussi vrai que la tentation dans la sous-région est grande. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Mbolisson, il y avait quand même dans ce pays des gens qui étaient supposés l'avoir poussé dans le sens contraire de la décision. Alors, des actions ont été posées, je le disais. Il y a eu des marches dans ce pays, même des morts d'hommes. Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie par le fait que ces personnes défendaient qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais on ne l'a pas touché. Est-ce que c'est peine perdue? Quelle est la responsabilité de tous? Comment nous évaluons cette responsabilité? Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a même une forme de déception que le président Kabila ne se soit pas représenté. Il y a une forme dans le chef de qui? Oui, mais dans les deux camps. Parce que, à contrario, parce qu'il y avait déjà une forme d'attente latente qui s'était déjà exprimée. Les gens s'attendaient à ce qu'ils puissent rempiler, ils puissent continuer. Et ils s'étaient même déjà préparés psychologiquement. Et ça a fait comme une sorte de déflagration. Et ça a fait perdre à un certain nombre de gens des repères, parce que les calculs, c'était ceux-là. Alors, c'est là qu'on se rend compte parfois de la nécessité qu'il y a à s'élever au niveau de la République. Parce que cet acte, en fait, rentre dans les racines de la République. Rentre dans les racines de la République. Ce qui n'est pas dans les pratiques quotidiennes de la politique politicienne chez nous. Nous perdons dans d'autres valeurs. Alors aujourd'hui, je pense que nous devons tirer, il y a lieu de tirer des leçons à contrario aujourd'hui pour voir parfois l'intérêt ou la nécessité de poser des actes en politique à partir du moment où ces actes ne correspondent pas aux grandes valeurs qui doivent guider la nation. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République a quand même créé un déséquilibre, une forme de désarroi dans les camps
de ceux qui attendaient, qui espéraient même. C'est comme parfois, on appelle ça les syndromes de Stockholm, où vous trouvez des victimes qui commencent à aimer leur bourreau. Donc, on en était un peu à ce niveau-là, où dans les cas adverses, on attendait même secrètement qu'il les fasse. Parce qu'il y avait déjà des stratégies basées sur le fait que Kabila va se représenter. Et s'il se représente, eh bien, ça va donner de l'eau au moulin. Le fait qu'il ne se soit pas représenté a créé quand même un désarroi aujourd'hui à déstabiliser. Donc, je pense que chacun doit tirer ses leçons et savoir se comporter. Jérôme Sekana, vous avez été champion sur ce plateau. Vous défendez la Constitution bec et ongle. Vous disiez, le président, c'est un homme qui va respecter la parole. Bon, ce jour-là, vous n'étiez pas sous votre lit en ayant peur. Vous saviez que ça allait se passer comme ça s'est passé. Écoutez, je vais donner une image. Le président de la République entre dans l'histoire par la grande porte pour la simple raison qu'il a joué le rôle du désamorceur d'une bombe. C'est comme dans un film d'action où le compte à rebours, l'écran du compte à rebours est tourné vers le public, et qu'on voit quelqu'un qui apparaît et qui rentre, qui prend son courage pour aller désamorcer la bombe, pendant que tout le monde est en train de faire le compte à rebours. Je pense que la journée que nous avons vécue ces jours-là, 8 août. 8 août, parce que j'ai des amis qui sont à travers le monde qui n'arrêtaient pas de m'appeler. J'ai échangé avec certains collègues qui, leur téléphone sonnait toutes les 10 minutes. Et le chef a gardé secret les noms du dauphin jusqu'à la dernière minute. Et c'est quelques minutes seulement, une trentaine de minutes, avant que le porte-parole ne puisse lâcher les noms, qu'on a vu apparaître les noms des Chadari dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une intelligence qui a préparé les scénarios. Et c'était bien préparé au-delà même du FCC, les fonds communs pour le Congo. Les fonds communs pour le Congo. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est maintenant qu'on commence à comprendre, quand vous regardez la discipline qui règne au sein du FCC, avec les déclarations de soutien à Chadari, au nom du chef de l'État, par rapport à ce qui se passe du côté de l'opposition, on comprend que c'est quelque chose qui était préparé bien avant. Donc, nous devons être fiers, parce que autour de nous, les exemples ont été cités, mais nous avons aussi un stéréotype qui colle à la peau des politiciens. Tout à l'heure, notre ami John Gombo a parlé de quelque chose de très important. Il a dit, de part et d'autre, les gens voulaient que le chef de l'État se présentât. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où il y a ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Nous avons vécu avec Mobutu pendant 32 ans, et ceux qui s'accrochent aux mamelles du pouvoir, ces mamelles sont tellement succulentes qu'on préfère être tout autour et avoir toutes les chances de rester accroché à ces mamelles que de s'en éloigner. Et le seul moyen de rester autour, il faut faire en sorte qu'on montre sa loyauté, sa fidélité autour du chef. On préfère que celui qui est plus fort puisse demeurer. Or, ce n'était pas ça le calcul du président. Il est évident qu'il a les nerfs solides, parce qu'il a tenu en haleine le monde entier. Les suspens auxquels faisait allusion mon ami Mbolisson étaient très forts. Il était devenu mondial. Et dès que le nom a été donné, j'ai regardé tous les médias du monde. Il y avait un flash en rouge et qui donnait cette information-là. Et c'est ça qui a fait que nous avons même titré que le président Kabila était superstar à Luanda, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et pris sous cet angle-là, nous devons nous dire que la bombe a été désamorcée parce que, s'il s'était présenté, certainement qu'il y avait des agendas cachés qui s'est préparé à gauche, à droite, soit on pouvait arriver à des troubles, ou encore, s'il s'est pointé, on ne sait pas qu'est-ce qui allait advenir. Donc voilà pourquoi c'est un pas très positif de part et d'autre, et tous les communiqués venus de toutes les capitales du monde, y compris des Nations Unies, des organismes des Nations Unies, en tout cas, aucun n'a condamné
Tout le monde a dit c'est un pas positif dans la bonne direction, mais il faut aller plus loin, il faut la décrispation, il faut un consensus autour de ceci ou cela, la machine à voter. Et pour nous, en tant que Congolais, et je sais très bien qu'on nous suit à travers l'Afrique, à travers le monde, nous donnons une leçon de démocratie. Nous allons vivre, parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Les autres pays qu'on a cités, les pays limitrophes là, et ce sont des petits pays, des rien du tout, qui n'ont même pas 10 millions d'habitants. Enfin, il n'y a pas de petits pays. Et bon, excusez-moi, il n'y a pas de petits pays. Voilà. Ce sont des Merci. pays qui n'ont pas le même intérêt économique comme nous. Nous avons un intérêt économique beaucoup plus important, surtout que nous sommes le coffre-fort minier. Merci, Donc, Jérôme. Je vais terminer Oui. en disant que la leçon que nous venons de donner à travers la décision du chef de l'État nous devons parachever cette leçon-là. On ne peut pas se comporter tel que le chef vient de le faire et que par après gâcher la fête. Donc c'est une interpellation au niveau des politiciens des deux bords pour qu'ils puissent comprendre que nous devons prendre de la hauteur et surtout agir en véritable patriote. José Naoué, vous allez peut-être prendre la parole en quelques secondes. Il faut dire que le suspense a été bien gardé. Nous sommes dans cette lignée-là de l'autodétermination, de ces peuples-là qui veulent construire son destin. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, le discours souverainiste est revenu. La communauté internationale, elle était une surprise aussi quand même. Quelle a été la réaction finalement au niveau du langage? Parce que sur le Congo, on avait le regard poussé. Certaines choses qu'on ne pouvait pas autoriser au Congo, on l'a quand même autorisé autour de nous. Alors, quelle a été la réaction, de votre point de vue, de la communauté internationale qui nous a habitués à un double langage? Oui, Willy, ça c'est une question de fond qui pose en fait la problématique de la place de la RDC dans la géopolitique mondiale, qui pose la problématique de la division du travail, je mets ça entre guillemets, au niveau de cette communauté internationale. Comment cette communauté internationale régenter le monde pour que les téléspectateurs nous comprennent très bien. Et chez moi, à mon modeste niveau, les choses sont très claires. Quand je parle de la communauté internationale, je parle de puissances dominantes d'abord. C'est ces puissances-là qui régentent le monde. Ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. Commencer à penser que du Niger, du Burkina Faso, des pays que j'adore, c'est ça la communauté internationale. Il faut situer les choses, sinon les gens ne comprennent pas grand-chose à ce que nous disons. Donc, du temps de la guerre froide, le Zaïre de l'époque était dans un dispositif qui permettait à l'Occident de contrer l'avancée du communisme vers le sud. Le maréchal Mobutu a su bien jouer son rôle au point qu'on l'a laissé gouverner pendant très longtemps et on a même fermé les yeux, je suis en train de répondre très précisément, sur, pas ces dérapages, mais sur de grosses libertés qu'il prenait avec les droits de l'homme. On a laissé Mobutu parce que Mobutu, c'était un dispositif essentiel. Et c'est ça qui guide cette communauté internationale. Et là aussi, nous devons aussi, disons, démystifier ce concept. Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Donc, cette communauté internationale est d'abord guidée par ses intérêts. Les puissances occidentales, qui sont en position dominante maintenant, sont guidées par les intérêts. Et les intérêts, c'est quoi aujourd'hui? Je parle sous le contrôle de Jérôme. Notre pays, en 60, il était au cœur des enjeux pour non seulement le combat idéologique, mais aussi pour ce qu'il avait dans son ventre. Aujourd'hui, notre pays est encore au centre des enjeux pour ce qu'il est d'abord, pour ce qu'il a dans son ventre. Je pense au coltan, je pense au cobalt, je pense aussi, on ne le dit pas assez, à notre potentiel en termes de l'environnement. Et donc, pour schématiser, pour ne pas aller trop loin. Alors, un pays comme celui-là, tout le monde veut l'avoir, surtout que ce pays s'appelle RDC. Ce pays a été créé sur base d'un contrat entre les mêmes puissances occidentales pour faire de ce pays une espèce de vaste comptoir. Nous sommes en 1885. Donc, ça se tient. Ça montre aussi le contraste qu'il y a entre le peu de réactions qu'on a vues lorsque le président Sassou, souverainement, je veux dire, moi je n'entre pas là-dedans,
à Changer la changer la constitution, lorsque au Rwanda, ça a été fait, lorsque au Tchad, qui est un pays d'Afrique centrale, ça a été fait, mais le Tchad, c'est le gendarme un peu de la France au niveau du Sahel, c'est le Tchad qui a une grosse armée habituée au combat. Alors pour ça, on pouvait fermer les yeux. Au Rwanda, Paul Kagame qui met en avant souvent ces terribles génocides que nous condamnons, mais il met en avant quand on veut regarder dans les problèmes des droits de l'homme, il dit non, ici, nous avons un cas particulier parce qu'il y a génocide. Voilà, il y a plusieurs raisons. Mais chez nous, on s'est dit, ce pays qui est au cœur de l'Afrique, si ce pays échappe au contrôle, il va où? On voit la suite. Il y a les contrats chinois qui sont passés par là. Il y a l'accord qu'on a signé de défense avec la Russie. Tout ça, d'un point de vue occidental, ça inquiète. C'est pourquoi, ici, on n'est plus regardant. Et chaque fois remarqué depuis 60 qu'il y a toujours une classe politique qui est coachée par l'Occident. Celle qui n'est pas au pouvoir. Demain, on ne sait pas qui sera coaché. Et n'est pas coaché pour les intérêts du pays. C'est ça l'élément le plus important. C'est parce que, comme j'ai cité De Gaulle tout à l'heure, ce n'est pas pour les droits de l'homme, ce n'est pas pour la démocratie que l'Occident s'intéresse plus particulièrement à la RDC. C'est pour ce que la RDC a dans son ventre. Et parlant du ventre, nous parlons du monde des affaires. Héritier Comment, vous voyez la haute finance internationale, vous voyez les secteurs miniers, vous voyez les secteurs du business. Comment cette décision a été accueillie? Parce que je sais que beaucoup d'investisseurs avaient même annulé leur voyage pour le Congo en attendant que cette décision soit prise. Comment est-ce qu'elle a été? Dans quel indicateur vous pouvez élaborer ici pour nous dire comment vous l'avez vécu du point de vue de ce monde de finance et de l'économie? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais placer un mot en rapport avec la première question qui a fait l'objet de ces tours de table, de ces premiers tours de table. J'aimerais préciser une chose, que la démocratie congolaise est encore jeune de 29 ans. Et dans le 29 ans, nous n'avons que 2 cycles électoraux. Là, nous sommes en phase pour vivre le 3e cycle électoral et il faut ranger tout ce que nous avons vécu comme soubresaut, comme tension dans le cadre de l'inexpérience. Donc, je pense que, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, dans l'avenir, il faudrait que nous puissions tenir compte et surtout les acteurs politiques puissent tenir compte du fait qu'il faut respecter la loi. C'est par la loi que ces pays doivent vivre. C'est par la loi que tout est régulé à travers le monde. Donc, le respect de textes doit être des rigueurs, tant au sein de la classe politique dirigeante qu'au sein de la classe politique qui fait l'opposition. Qui fait l'opposition non seulement par le fait qu'elle la veut, mais c'est parce que le peuple le détermine à travers les urnes, dit voilà, monsieur tel, vous devez faire l'opposition, monsieur tel, allez au pouvoir. Donc c'est ça, et cela passe par la vérité des urnes. Alors pour répondre à votre question, c'était vraiment une atmosphère très très fragile. Parce que depuis le début de l'année, il faut juste regarder au niveau de banque pour constater qu'il y a eu un certain ralentissement de l'activité économique à travers le pays. Il n'y avait plus assez de dépôts, il n'y avait plus assez de mouvements, tout ça. J'ai essayé de discuter plusieurs fois avec des banquiers et ils avaient cette crainte-là que tout pouvait capoter à tout moment. Donc, je ne vois pas un investisseur sérieux vouloir mettre de l'argent, investir ou entreprendre librement ses activités dans un climat d'affaires qui soit vraiment pollué. Donc, et puis, il y a les menaces de sanctions qui ont pesé sur le gouvernement, le pouvoir, notamment le chef de l'État, le membre de ses familles. Je me souviens même 48 heures avant la désignation du dauphin, il y a les États-Unis qui ont fait une déclaration pour dire qu'ils menaçaient de nouveau le régime en place au cas où
le chef de l'État remplissait ou posait sa candidature, des sanctions financières pouvaient être prises à l'encontre même de membres de sa famille biologique. Donc, dans cet environnement-là, les hommes d'affaires ne pouvaient qu'être réticents. Mais je pense qu'avec la décrispation au regard de l'acte qui a été posé, qu'il soit posé par contrainte ou pas, le peuple congolais constate et l'humanité tout entière constate que Joseph Kabila a respecté la Constitution, malgré le fait que l'environnement régional pouvait le contraindre ou le pousser à poser de nouveau sa candidature, mais il s'est passé de tout ça. C'est quand même un acte à saluer. Un acte à saluer que nous venons d'ailleurs de saluer. Vous avez suivi toutes les considérations. Il arrive qu'un homme soit sous plusieurs influences, mais à un moment donné, il faut savoir se mettre au-dessus de tout ça et décider en âme et conscience. Et je crois que la décision qui a été prise a soulagé plus d'un. Le pays a retrouvé, comme John Ngomba le disait, ses repères. Les repères qui restent, ce sont les repères de ce processus électoral qui n'est pas achevé, qui commence d'ailleurs à prendre forme, parce qu'aujourd'hui, les candidatures sont déjà déposées, parce qu'aujourd'hui, les noms sont en train d'être finalisés au niveau de la CENI, et dans quelques jours, nous allons assister à la publication des noms, voire même ceux qui ne seront pas retenus vont aller au contentieux pour que nous ayons des listes définitives pour les candidatures. Alors, la question que je vous pose et qui va peut-être achever cette émission, c'est que l'acte qui a été posé par le numéro 1 de la République est un cas d'école. Parce que c'est un cas d'école, ça signifie, c'est un exemple à suivre par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent servir la République. La République, elle est servie par la loi, par le respect de la loi. La loi ici est entendue, la Constitution et, dans le cas qui nous concerne, la loi électorale. Alors, c'est pourquoi je vous demande la perspective de ce processus électoral. Que va-t-il se passer maintenant? Comment doivent se comporter les différents acteurs politiques? Ou bien la loi, elle n'était bonne que quand elle empêchait Joseph Kabila de venir. Maintenant, il faudra la laisser simplement à la merci de nos sentiments et de nos intérêts. C'est pourquoi je vous demande à vous tous, rapidement, chacun va donner un peu quelle perspective il voit pour le processus électoral, en n'oubliant pas que l'acte fondateur qui nous libère, qui nous amène vers ce processus, c'est justement le fait que la loi est déjà désormais au-dessus de nous tous, même au-dessus du chef de l'État qui l'a respecté. Bruno Borisson, on fait des tours et puis on termine par là. Effectivement, l'acte posé par le président de la République fait cristalliser le pacte républicain qui a été scellé à partir du dialogue de Sun City, et dont le principal principe, c'était d'éviter que quelqu'un ou un groupe un groupe d'individus prennent le pouvoir par les armes ou s'éternisent le pouvoir en utilisant des raccourcis ou des combinaisons politiques de tout genre. Le chef d'État a donné cet exemple-là, je crois Eric l'a dit. Maintenant, l'apprentissage va se développer et les cycles, nous devrions avoir des cycles électoraux beaucoup plus réguliers et un respect beaucoup plus renforcé de la Constitution et des lois de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous devrions nous attendre à ce que les élections deviennent régulières, qu'on n'ait pas des institutions, que ce soit des institutions du domaine de l'exécutif ou des institutions du domaine législatif, des assemblées parlementaires délibérantes, où, par exemple, vous avez des sénateurs qui ont été élus depuis bientôt 11 ans. C'est anormal, et des gouverneurs de province. Donc, nous devrions nous attendre à ce que les cycles soient régulés 5 ans, 4 ans, pour certaines institutions, notamment celles d'appui à la démocratie, devraient passer à des renouvellements réguliers. Il faudra que le gouvernement soit mis devant ses responsabilités pour qu'on ne trouve plus des occasions de saisir, de saisines de cours constitutionnels à tout moment. Oh, nous avons été empêchés, comment prolonger? Donc, il faudra prendre des dispositions. On sait qu'après 4 ans, il faut disponibiliser des fonds pour organiser les élections locales, provinciales, législatives, nationales, ainsi de suite. Merci beaucoup. Diana, oui, c'est vraiment bien, merci. Diana? Oui, écoutez, la loi
Elle doit être au-dessus de tout le monde. Le numéro 1 du pays l'a démontré. Ce qui veut dire que maintenant, nous allons vers les élections. Si la loi électorale dit que José Naouéj est inéligible, il devra être inéligible. On ne doit plus prendre des gens au-dessus de la loi. Il n'y a plus personne au-dessus de la loi. Tout doit se respecter. Et j'aimerais dire ceci, que vous savez que vous animez cette émission, José Naouéj ou Ngomboa peut vouloir parler pendant longtemps, mais vous avez un timing. Vous dites que c'est fini, c'est fini. La fin de l'émission ne sera pas interprétée. Et il y a les gens qui voulaient quand même continuer à parler. Donc José William a terminé l'émission. Non, c'est ça la règle. Les intentions déjà, et c'est pour cela, l'homme n'est pas un saint. Et c'est pourquoi il y a des lois. Il y a les lois pour limiter les intentions des gens. Mais moi, je suis étonné que, pour dire un mot avant de revenir, que quelqu'un, à 2 heures de la présentation de candidature, ait la crainte qu'il peut se représenter. De quelle manière? Sans que la Constitution ait été révisée. Alors, si c'est quelqu'un-là est congolais, c'est qu'il ne connaît même pas cette Constitution qu'il veut défendre. Si c'est un étranger, c'est un analphabète par rapport aux lois congolaises. Donc, c'est étonnant. À 2 heures, les gens étaient comme ça. Il peut se représenter. De quelle manière? Alors qu'on a vu que toutes les possibles, toutes les envies. Il y avait une construction intellectuelle dans l'autre sens. Tout à fait. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'il continue. Est-ce que c'est mon intention qui continue? Non, Diana, non, justement. c'est la loi. Voilà, merci. La loi a été respectée. Et maintenant, j'aurais voulu qu'un tel se présente. Mais la loi est là. La loi, les gens inéligibles seront inéligibles. On ne doit pas commencer à nous intimider maintenant. Si on intimide un tel, si on intimide un tel, la loi, c'est la même loi. Elle doit être respectée. Merci. John Ngomba. Oui, je crois que je vais peut-être aller dans le même sens pour dire que la loi n'est pas d'application à géométrie variable. Nous allons maintenant passer à un moment critique parce que, notamment, la CENI va devoir revenir sur certaines candidatures qui ne correspondent pas aux critères et les causes des tribunaux seront saisies le moment venu. Je pense que dans une république où nous n'avons pas l'humilité de pouvoir nous abaisser face à la loi, on ne s'en sortirait pas. Parce que nous sentons déjà sur des prises de position que les moments qui vont venir vont être assez chauds, mais bizarrement, ça ne serait pas à cause des tenants du pouvoir, mais ça risque d'être, le problème risque de venir d'ailleurs. C'est à se demander maintenant, faut-il faire une loi sur mesure pour des cas qui ne marchent pas de la loi? Je pense qu'on ne s'en sortirait jamais. Il faudrait donc s'en tenir à la règle. On ne peut pas changer la règle en cours de jeu. La règle a déjà été votée par tous. Eh bien, qu'on la respecte. Très bien. Jérôme Sekana. Oui, vous savez, nous devons fournir des gros efforts pour d'abord uniformiser les cycles électoraux. Nous avons un sérieux problème parce que en 2006, nous n'avons eu que les élections au niveau de la députation nationale et les élections présidentielles. Or, le fondement d'un pays, c'est la territoriale au niveau local. Je pense que ce dysfonctionnement est préjudiciable dans la gestion même du pays. Si nous pouvons nous entendre que on puisse harmoniser de sorte que le moment venu, parce que le président de la CENI nous a dit qu'on pouvait organiser un scrutin qui prend l'ensemble de quoi. Donc un scrutin qui englobe tous les autres scrutins à l'interne. Et on peut arriver à faire ça de sorte que on sait très bien que le cycle commence à telle année et se termine à telle année, au lieu que nous restions avec des gens qui restent là sans mandat. Le mandat reste, il s'accroche à des articles qui disent que non, il faut qu'il y ait passation de pouvoir entre ceux qui sont élus et donc pendant 11 ans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce que nous devons, comme je le disais lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, il faut capitaliser ce qui vient de se passer. Le monde nous regarde. S'il faut qu'il y ait un consensus sur le point qui fâche, c'est le moment. Parce que ça serait désagréable que nous puissions ne pas nous entendre sur ce qui peut être considéré comme
périphérique, alors que nous nous sommes entendus sur l'essentiel qui est l'application dans toute sa quintessence de la loi. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade, mais pour le reste, je suis convaincu que j'ai vu le cardinal, il a reçu un politicien, il a prodigué des conseils, j'ai vu d'autres associations prodiguer des conseils, c'est une bonne chose, allons dans cette direction-là, il faut que nous émettions tous sur la même longueur d'onde parce que ceux qui n'aiment pas notre pays sont prêts à sauter sur n'importe quelle occasion pour que ce pays puisse merci beaucoup, Jérôme plonger dans les troubles. Cycle électoral régulier, mais ça demande des moyens. Les candidats à la présidence, on va en parler dans une prochaine émission certainement. On pensait qu'avec les seuils, on allait diminuer le nombre, mais là, nous sommes déjà à 26, alors qu'en 2011, nous étions à 11 candidats, je crois. Bon, 25. Alors, comment vous voyez la perspective en fonction toujours de cette perspective, la pierre angulaire étant l'acte qui a été posé par le numéro 1 du pays en disant « Moi, je ne me représente plus parce que je respecte la Constitution », alors, la perspective, rapidement, en fonction de... Oui, en termes de perspective, je m'aimerais abonder dans le même sens que Jérôme pour dire que il est important que le cycle électoral soit uniformisé. Et pour ce faire, il faudrait que le gouvernement cesse, ou le prochain gouvernement cesse de prendre prétexte qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections, tout ça. Les élections se préparent. Si nous devons aller aux élections dans 5 ans, dès la première année, nous devons commencer déjà à acheter des choses qu'il faut pour le 5. Oui, voilà. Les techniciens de la centrale électorale sont là. Ils ont un calendrier d'activités à eux. Ils le mettront à la disposition du gouvernement pour que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure elle peut financer les activités qui seront posées dès la première année de la législature. Faudrait pas attendre la fin, comme l'a dit Diana tout à l'heure, pour débarquer alors que les portes du BRTC étaient déjà fermées pour déposer votre candidature. Donc ça c'est une pratique, c'est des habitudes que nous devons cesser. Merci. Deuxièmement, oui. Je voudrais placer aussi un mot en rapport avec la loi. Aujourd'hui, l'acte qui a été posé prouve que personne n'est au-dessus de la loi ici en République démocratique du Congo. Il faudrait également que le pouvoir en place ne puisse pas utiliser ces lois de la République contre un groupe d'acteurs politiques. Donc il faudrait que le respect de la loi soit de rigueur, que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, de la majorité, soient d'accord avec ces dispositions légales et qu'ils puissent les observer en intégralité pour éviter de problèmes. Très bien. Nous terminons avec José Naoué sur cette perspective. Cette perspective, oui, c'est que d'abord, nous devrions tous, c'est une exhortation, à la fois une interpellation, rompre d'avec ce qui est indigne de la République, c'est-à-dire une lecture à géométrie variable de nos textes, en commençant par la Constitution. Si le président l'a respecté, il avait l'obligation constitutionnelle, Bolisson l'a dit, de la respecter d'abord lui et de la faire respecter. Donc, c'est le citoyen numéro 1 du pays. Tout le monde devrait le respecter. Voilà un précédent heureux. Très souvent, l'expression précédent s'accompagne de l'adjectif fâcheux. On a un précédent heureux. Maintenant, je voudrais finir en citant un auteur que j'aime beaucoup, un philosophe, artiste aussi. Il s'appelle Jean Cocteau. Tout le monde le sait. Il a repris à son compte une citation vieille dans les années 20. Il disait d'un autre auteur, non, du siècle dernier, que tout le monde connaît, Diane en particulier, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. Donc, on peut paraphraser cela en disant qu'il n'y a pas de république, il n'y a que de preuves de république. Et l'acte que le président a posé le 8 est à placer dans ces preuves de république qui doivent se multiplier. Merci beaucoup et aussi à vous qui nous avez suivis. Que dire de plus pour terminer cette émission? C'est que nous avons vécu un moment historique et nous en sommes les témoins, heureux
parce que toute histoire qu'on raconte dans ce pays, parfois, est une histoire tragique. Elle se termine mal. Mais là, nous commençons une histoire heureuse, mais qui n'est pas encore finie. Il faudra donc, pour qu'elle soit heureuse jusqu'au bout, que chacun joue sa partition. Nous, les membres des médias, nous jouerons notre partition. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons à votre disposition, vous, opinion publique, l'ensemble des éléments pour votre propre jugement. Mais les acteurs politiques doivent respecter la loi. Ils doivent la respecter jusqu'au bout. Les juges doivent la lire en toute intégrité et ne pas l'utiliser aussi en l'instrumentalisant. Les professeurs doivent connaître l'esprit et la lettre de la loi et ne doivent pas non plus user de leur savoir pour nourrir des paroisses politiciennes, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. La loi, pour qu'elle s'impose à tous, elle doit être à égale distance de tous. Tous égaux devant la loi et tous égaux devant cette République qui est notre chère patrie. Mesdames et messieurs, cette émission, nous l'avons faite pour célébrer. C'est une célébration d'un acte de courage et nous avons pensé qu'il y avait un acte de courage. Quelle que soit l'interprétation historique que l'on peut en faire, il fallait le faire. Il l'avait promis et il l'a fait. Et nous, ce que nous faisons ce soir, nous avons promis d'y en parler et nous l'avons fait. Au revoir et à la prochaine.